choix de limiter à 2 organisations de Coupe du Monde par pays. Ouais. C'est quand même un petit peu injuste, je trouve, quand on voit des pays comme la France, comme l'Italie ou d'autres grandes nations de l'escrime. 3 épreuves de Coupe du Monde, c'est quand même déjà pas énorme. Alors 2, ça obligé d'en faire sauter une, ce serait un peu dommage. Sachant en plus quand on voit une épreuve aussi prestigieuse qui risque de passer à la trappe, c'est quand même dommage. Ouais, allez, c'est parti pour la première demi-finale de ce challenge Monal 2024. 3 fois 3 minutes, hein, je vous le rappelle, ou alors le premier qui arrive à 15 touches remporte cette compétition. On rappelle évidemment que l'épée c'est l'arme de duel, on peut toucher de la tête aux pieds, il n'y a pas de convention, contrairement au fleuret et au sabre. Donc dès qu'une lampe s'allume, c'est qu'il y a une touche. Si les 2 lampes s'allument conjointement, eh bien il y a une touche partout. Ouais. Et vous voyez qu'on commence par s'observer. Petit temps d'observation. Ça s'observe. Il faut savoir qu'il y a une règle qui dit que s'il y a 1 minute qui s'écoule sans qu'une touche ait été portée, on a un carton jaune de passivité. Et a priori, vous allez dire qu'on se dirigeait vers ça, mais non, ça va. Di Veroli m'a fait mentir. Il vous a entendu, je pense. Il s'est dit, il faut que j'y aille. Et c'est vrai que effectivement, ça partait plutôt sur l'observation. Ouais. Par contre, je trouve que Yamadame a l'air particulièrement nonchalant. Ouais, pour le moment, ouais. C'est pas l'escrime que je lui connais habituellement. C'est certainement stratégique en face de Di Veroli. Ils doivent se connaître, hein, les deux. Mais je m'attendais à le voir un peu plus sur les appuis et un peu plus incisif dans ses préparations. Bon, pour l'instant, il m'a l'air assez nonchalant, mais on va voir ce que ça va donner. J'ai connu des tireurs qui paraissaient nonchalants sur la piste et qui au final devenaient champions du monde. Par exemple à Cuba, pour la première fois. C'était un certain Fabrice Janet. Voilà, et qui avait l'air en plus surpris d'être champion du monde. Je me souviens très très bien. Allez, un partout. Surpris non, mais... Limite quand même. C'était de l'apparente nonchalance. Oui, parce que vous aviez évidemment été chercher ce titre et de belle manière, et après il y en a eu plein d'autres des médailles, un partout. Alors c'est vrai que vous avez expliqué la minute de passivité, elle est intéressante. Elle n'existait pas à votre époque. Non. Du coup on avait des temps d'observation qui pouvaient durer, parfois une reprise complète. Oui, et d'ailleurs on a eu, elle a été créée suite au championnat du monde de Nîmes. Alors il y a eu plusieurs versions de cette règle de passivité, mais il y avait eu un événement un peu noir au championnat du monde de Nîmes avec des Estoniens, avec des notamment. Estoniens exactement, qui avaient fait un non-match, et du coup comme cette règle n'existait pas, on était resté 3 minutes à patienter, et disons qu'on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus télégénique. Non, c'était dans l'épreuve par équipe qui n'est pas pour très spectaculaire, mais c'est vrai qu'à cette époque les instances s'étaient dit il faut faire quelque chose. Mais ça a mis du temps avant qu'on détermine cette règle qui fonctionne bien. Il y a eu plusieurs versions, celle-là est plutôt pas mal. Il faut rappeler, s'il n'y a pas de touche au bout d'une minute, il y a un carton jaune de chaque côté, et puis après un carton rouge, et après touche de pénalité pour celui qui est soit mené, soit inférieur au classement général. Exactement. À un moment donné, on est obligé d'aller porter l'action si on est mené en tout cas. Allez, 2-1, 45 secondes à tirer encore dans ce premier tir-temps. Voilà, pour l'instant, là, le japonais n'a pas vraiment tenté de s'imposer physiquement. Di Veroli contrôle la distance, il essaye de le garder plutôt dans son terrain. Mais le japonais, pour l'instant, n'a pas fait montre d'une grande offensivité. Ouais. Alors, il a juste une touche entre guillemets de retard, donc pas de panique. Mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner. C'est pas son attitude habituelle. Non, je le trouve très nonchalant là. Mais je pense que c'est vraiment stratégique et c'est vraiment une consigne qu'il doit être en train de respecter. Ouais. Alors, halte de l'arbitre. C'est le fameux carton de passivité. Voilà. En tout cas, le premier avertissement. Et on repart pour moins de 10 secondes à disputer dans ce tiers-temps. Voilà. Et pour le coup, on va en rester là. Oui, ils vont laisser filer le temps jusqu'à la pause. Aller prendre des conseils auprès des coachs. Allez, la minute de pause avec les précieux conseils. Alors on le voit du côté japonais, je crois que c'est un entraîneur. C'est un Ukrainien. C'est un Ukrainien, voilà, c'est ça. Et là sur italien. Alors les Italiens, on fait bien de les voir parce que je les ai quand même trouvés très en jambes sur ce challenge monal, Fabrice. Ça fait partie évidemment l'Italie des nations dont il faudra se méfier pour les Jeux. Ouais, en plus, de toute façon, historiquement, l'Italie, ça a toujours été une nation très, très forte. Puis non, beaucoup d'armes en fait. J'allais dire aux trois armes. Aux trois armes. Et même fleuret, si on devait en retenir une, peut-être encore plus au fleuret. Ils ont une grosse tradition. Mais les Japonais, comme vous disiez tout à l'heure, sont complètement rentrés dans la course. Là, ils sont très 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 compétitifs. Alors là, je suis un peu surpris pour l'instant de la façon dont le Japonais aborde le match, mais je pense qu'il n'a pas envie de se dévoiler en fait. Je pense qu'il se réserve et qu'il va tout jouer dans le money time.
Mais pour l'instant, c'est pas très offensif. Ouais, c'est pas très spectaculaire, contrairement à d'autres matchs qu'on a pu voir précédemment. Ouais. Et ça va se réveiller, croyez-moi, et avec un Davide Di Veroli qui a été très très bien tout au long de la journée. Qui a été très constant, très solide, qui n'a pas fait beaucoup d'erreurs. On l'a vu sur Yannick, hein, il lui a pas laissé, il lui a rien donné. Ah oui, Yannick a été pris à la gorge et il n'a pas réussi à s'en sortir, il n'a pas trouvé les solutions. On le retrouvera tout à l'heure à nos côtés Yannick Borel à la fin de la deuxième demi-finale et avant la grande finale de ce challenge monal. Il viendra nous dire quelques mots. Le français. Donc là, il faudra bien surveiller le temps parce que je pense qu'on est parti pour avoir assez rapidement le rouge priorité. Ouais, et là, du coup, la physionomie du match va complètement changer. Là, par contre, la pression, elle va être sur Yamada, hein, effectivement, puisqu'il est mené. C'est très, ça s'observe, ça veut pas, enfin voilà, il veut vraiment pas prendre de risques. Je pense que c'est vraiment un parti pris. Oh, ça y est, elle touche. Par contre, voilà, la moindre ouverture est saisie. C'était presque la troisième remise, hein, quand même. Hein. Je pense qu'il veut éviter au maximum de prendre des risques. Allez, deux partout. Alors, les arbitres qui demandent quelque chose. Les arbitres qui vont regarder la vidéo peut-être. Ah, certainement pour voir si Yamada n'était pas sorti de la piste au moment de la dernière, enfin de la remise qui touche. Alors la vidéo arbitrage est juste à côté de nous, Fabrice Janet, mais elle est tournée à nous. Donc on peut pas voir. On peut pas voir. On peut pas vous spoiler. Regardez le ralenti là, on va le voir grâce à nos équipes techniques. Bah, il est sur la piste. Il est sur la piste. Moi, j'ai pas de problème. Hein. J'ai pas trop eu de doute à ce sujet. Non, il était sur la piste, il est jamais sorti. Donc, non. Pas de souci. On va dire aux arbitres. Voilà, ça reprend. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un match qui va se dérouler dans la dernière minute du temps réglementaire. Hein. Effectivement, ça a l'air d'être parti pour se passer comme ça. Di Veroli. Attaque de Di Veroli, hein, mais il s'est fait contrer. Alors vous avez vu les deux tireurs pour l'instant s'échangent beaucoup de coupés. C'est ce fameux coup où ça finit en coup lancé. Alors les deux ont essayé de couper dans la carte de l'autre. C'est la flexibilité de la lame qu'on utilise. C'est ça, ils utilisent le fouet de la lame pour aller contourner la parade et aller essayer de toucher au torse de l'adversaire. Pour la première fois dans cette demi-finale, c'est le japonais Yamada qui est devant. Et c'est gaucher-droitier, donc ils sont tous les deux dans la même ligne. Et ça coupe beaucoup. Ça commence un petit peu à... Ça y est, ça s'active un petit peu. Di Veroli a choisi de prendre un peu l'offensive parce que Yamada manifestement ne le fera pas. Et la touche double, la touche double évidemment à l'épée sur laquelle il faut parfois s'asseoir quand on est devant, mais c'est pas si évident que ça pour gagner un petit peu, pour garder un petit peu l'avantage. C'est vrai que le double est un vrai avantage stratégique aussi en fonction de sa position. Quand on mène, c'est vraiment typiquement le genre de touche qu'on essaye de décrocher parce que c'est bon pour nous. C'est bon pour nous, même si l'adversaire... Oh, super cette touche à très joli coupé, main-cuisse. Ouais, il vise à la main, on va peut-être le voir au ralenti et il va toucher à la cuisse. Ouais. Allez, c'est reparti, c'est pas grave, on n'aura pas vu le ralenti, c'est reparti tout de suite. Donc le japonais qui met deux touches et qui laisse pas beaucoup d'ouverture. Vous voyez, il met pas beaucoup de rythme sur les jambes, mais Di Veroli n'a pas encore la solution non plus. Il fait venir son adversaire. Le problème, c'est que c'est compliqué de discuter avec un adversaire qui n'a pas très envie de discuter manifestement. Et donc, Di Veroli cherche à le faire bouger un peu pour lui faire des erreurs, la petite marche coupable ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, Yamada n'a pas l'air très enclin à aller vers l'avant. Et il me fait mentir à nouveau. Bon. C'est une touche double. C'est une touche double, mais c'est toujours bon pour lui en fait. Évidemment. Il prend très peu de risques. Il mène de 2 touches, 45 secondes encore à disputer avant le terme de ce deuxième tiers-temps. Le match est encore long, rien n'est fait. Même si petite sanction de Yamada. Alors c'est fou parce qu'il a vraiment, on a vraiment l'impression qu'il fait preuve de nonchalance, mais il est vraiment très très à l'affût. Il exploite toutes les erreurs de son adversaire. Et alors maintenant qu'il est dans une position quand même assez confortable, avec 3 touches d'avance, il ne va pas prendre de risque. Il ne prend aucun risque et il va vraiment essayer de le sanctionner.
Et je pense que le fait justement de ne pas répondre aux préparations de Diveroli, vous voyez, il est complètement insensible à ce qui se passe. Voilà, il essaye simplement d'exploiter la moindre erreur de son adversaire quand il va devoir trop s'engager un peu plus dans la distance pour lui-même essayer d'aller provoquer. Ouais, regardez l'Italien qui est très très proche. Hop là. Et il en profite, notre ami japonais. C'est très bien fait. On va rester là pour ce deuxième tiers-temps. 9, 4, 5 touches, 4 touches d'avance pour Yamada, effectivement, qui a stratégiquement, pour le moment en tout cas, bien conçu les choses. Hein. Ouais, là vraiment, je pense que vraiment, ça devait être des consignes de son coach. De ne pas s'exposer, essayer d'en mettre une d'avance et là vraiment de capitaliser. Et c'est ce qu'il fait à merveille pour l'instant. Et en plus, je trouve que cette apparente nonchalance, c'est assez énervant quand on est en face. Oui, j'imagine. On a l'impression qu'il se moque un peu de nous, l'adversaire. Hein. Et puis on a envie, de le bousculer un peu, mais manifestement, lui, il n'a pas prévu de répondre à ses sollicitations. Donc, alors là, le Transalpin n'a plus d'autre possibilité que d'aller prendre des risques. Hein, là, il est obligé. Hein, il est 3 touches, c'est ça, non, 4 touches derrière. Ouais. On est dans le dernier tiers, on compte dans le dernier tiers. Donc là, il est obligé de créer du jeu et de s'exposer. Donc, et a priori, le japonais s'est mis exactement dans la position qu'il recherchait en début de match. Il mène, l'Italien doit s'exposer et maintenant il va essayer d'exploiter toutes les failles ou jouer la double simplement. Mais attention parce qu'il a de la ressource quand même, Davide Diveroli, et il a un registre de jeu complet. Oui, jeu très complet, il faut pas... Oh là il passe. Ah, il passe, c'est dommage. Hein. Il passe, il était dans le temps, le japonais était battu, mais malheureusement Diveroli passe au-dessus de l'épaule. Ouais, regardez, le japonais... il n'est pas si loin, battu que ça. Bon. Mais ouais. En tout cas, l'écart s'est encore creusé. Et ça n'augure rien de bon pour notre ami italien. Ah, petite erreur. Là, il s'est pris un petit fouetté sur l'épaule. Yamada, ça peut faire un petit peu mal, mais rien de grave. Ouais. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un plomb. Oui, un plomb, c'est vrai. Je pense qu'il l'a pris pile poil sur l'os, sur la... Ah oui. En plus, bien après la touche. Hein. Oui. Bon, voyons. Là, par contre, notre ami Diveroli, s'il veut vraiment remonter, il va falloir qu'il le bouscule un peu, le japonais. On n'a pas vu de touche au pied encore dans cette demi. Exact. Mais bon, en même temps, le japonais, là, il est vraiment dans une position favorable. Ah, Diveroli avec un coupé à la main, réussit à ne pas trop s'exposer et du coup à rester à distance et à scorer une touche sur son adversaire. Alors, est-ce que l'Italien va tout doucement mais sûrement remonter? Ce serait quand même un petit exploit. Après, il a beaucoup de temps. Il n'y a que 3 touches. Il y a 2 minutes pour mettre 3 touches. Là, c'est très faisable. Mais effectivement, il n'a pas vraiment droit à l'erreur. On se souvient d'une finale olympique avec c'était Lee, je crois, le coréen, face à Imre, voilà, que vous avez bien connu, vous avez tiré contre le Hongrois. Oui. Et le Hongrois qui menait 14-10, je ne me souviens plus exactement, mais qui mène en finale. De la pause mène 14-10. Voilà, et qui se fait battre au final. Sachant qu'en plus, incroyable. Le pauvre Imre, sa première médaille olympique, il l'a faite en 96. À Atlanta, il fait 3e. Et 20 ans après, il est en possibilité d'aller chercher l'or. Je ne sais pas s'il s'en est remis. Ouais, en tout cas, il aura fait quand même un très très beau parcours. Ah oui, une carrière incroyable. Oh. Vous voyez le japonais là, il saisit la moindre opportunité. Allez, il reprend 5 longueurs d'avance. Ouais. Yamada. Et je pense que Diveroli n'a pas la solution, même s'il nous a montré de belles... qu'il était bien dans le calme là, sur les matchs d'avant. Là, je le trouve un peu en dessous au niveau du rythme, et ça va être compliqué pour lui d'aller chercher tout ce qui lui manque s'il n'augmente pas considérablement son rythme. Oh, celle-là est pas loin. Oh, le japonais là, il verrouille tout là, il a baissé le rideau là et... Ouais. Oh, celle-là, elle est pliée sur l'épaule et elle n'allume pas parce qu'en fait je pense que la pointe s'est pliée avant, l'épée s'est pliée avant et du coup la pointe n'a pas touché vraiment. Vous voyez
pas sortir les 2 pieds de cette zone bleue. Vous voyez, sinon c'est un point de pénalité. Exactement. La zone des 2 mètres, comme on l'appelle, qui est matérialisée en bleu là sur la piste. Et si le tireur la dépasse des 2 pieds, il est touché. Sachant qu'une piste mesure 14 mètres de long. Exactement. Et un maximum 2 mètres de large. Voilà, vous savez tout. Donc 45 secondes, 4 touches. C'est pas perdu, mais... Ouais, là, ça va être compliqué. Il reste plus qu'une petite touche. Après, on a malheureusement vu sur le match précédent, avec le match d'Alexandre, il était dans une situation à peu près équivalente. Et son adversaire a réussi une remontada. Il faut dire qu'Alexandre a eu des matchs difficiles toute la journée. Enfin, ça a été toujours très très serré. 15-14 dès son premier match. Et voilà. Victoire de Masaru Yamada, le japonais qu'on retrouvera tout à l'heure en finale. Et on verra s'il va changer de stratégie tout à l'heure. Mais effectivement, là, c'était vraiment la bonne. Ne pas donner de signaux à son adversaire. Le faire venir. Ne pas s'exposer et vraiment exploiter ses erreurs. En plus, je pense qu'à partir du moment où il y a eu la première touche, il s'est mis dans sa zone de confort et il a réussi à capitaliser. Ouais, très très bien joué. Il y a une maturité maintenant de la part de ces Japonais à l'épée qui est assez incroyable. On les voit souvent aussi performer en Grand Prix. Ce sont des tournois importants. Et oui, les Japonais sont qualifiés par équipe, j'imagine, au jeu. Il faudra qu'on vérifie ça, mais je serais étonné qu'ils ne le soient pas. Il y a des quotas et des places aussi par continent. Alors, on va passer à une autre demi de nationalités différentes, de style de jeu peut-être probablement différent, mais encore un Européen et un Asiatique. On revoit quelques images avec cette assurance du Japonais. C'est fou, hein, ça. On a l'impression qu'il est comme à l'entraînement. Il dit vas-y. Ouais. Hop, regarde, c'est moi qui la mets. Et pourtant, c'est pas le pimpin du coin en face. Non, c'est pas le pimpin du coin, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des pimpins dans le coin parce que le club de Saint-Maur est très fort. Très bon club d'escrime. Et puis à ce stade de la compète, des pimpins, il y en a plus beaucoup normalement. Ou alors, on ne comprend pas s'il y en a à ce stade de la compétition. Quand on a vu un Romain Canon tomber dans le tableau de 16 ou un Alexandre Bardonnay, c'est qu'il n'y a plus de pimpins dans le groupe, c'est sûr. Ouais. Ils étaient 310 tireurs quand même au début de cette compétition. C'est pas rien, c'est beaucoup même. Et ça, oui, c'est quelque chose qui m'a même surpris, moi, quand je me suis investi un peu à la commission, c'est que de notre temps, quand on faisait une compète à 200 tireurs, c'était une très grosse compète. Et puis maintenant, c'est presque standard de faire une compète à 300 tireurs.